Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique qui nous donne l'occasion et le plaisir de recevoir Julien Damon. Julien Damon, bonjour. Bonjour. Et quand je dis nous, je veux parler de Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique, et de Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous allons nous intéresser aux commodités urbaine et à ce qu'on appelait autrefois les chalets de nécessité. Je ne sais pas si l'expression a encore un sens pour beaucoup de monde, mais peut-être que nous pourrons la développer. Julien Damon, vous êtes sociologue, vous êtes enseignant à Sciences Po et à HEC. Vous venez de publier aux presses de Sciences Po un essai intitulé « Toilettes publiques » où vous réintroduisez et réhabilitez dans le débat public, avec beaucoup de science et beaucoup d'humour, ces lieux auxquels nous consacrons en moyenne, je l'ai appris dans votre ouvrage, 6 mois de notre existence. Alors que les toilettes publiques se raréfient dans les villes et qu'une partie d'entre elles sont devenues payantes, vous défendez l'idée d'un droit aux toilettes qui garantisse à tous l'accès à des commodités gratuites, propres et sûres. Cette question est essentielle pour les sans-abri, mais elle concerne plus largement chacun des usagers de la ville, habitués ou de passage, dans ses mobilités quotidiennes. Pour relever ce défi, vous proposez notamment de rémunérer les bars, cafés, restaurants et fast-food mettant à disposition leurs toilettes gratuitement et de façon indifférenciée, sur le modèle de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Le droit aux toilettes suppose par ailleurs de garantir un accès égal aux commodités pour les hommes et pour les femmes, qui passent en moyenne 1 minute de plus que les hommes. Il implique également de considérer l'offre sanitaire de l'ensemble des espaces collectifs, comme les entreprises ou les écoles, alors qu'un sondage de l'IFOP en date d'avril 2022 indique que 55% des employés jugent les toilettes de leurs entreprises sales et que 45% d'entre eux les trouvent trop peu éloignées du reste des locaux. À l'échelle internationale, le sujet est porté par l'Organisation des Nations Unies, qui a fait de l'accès à l'eau et à l'assainissement un droit de l'homme en 2010. Des progrès notables en matière d'installation sanitaire ont été observés depuis 20 ans, tirés notamment par les plans toilettes de la Chine et de l'Inde. Ainsi, si environ un tiers de l'humanité ne disposait d'aucun assainissement basique en 2015, la proportion est descendue à 1 humain sur 5 en 2020. Ces investissements sont particulièrement rentables car ils diminuent les frais liés aux problèmes de santé, ils limitent les hospitalisations, ils réduisent le nombre de jours non travaillés, ils améliorent les capacités des enfants à l'école et la productivité des travailleurs. Mais d'importantes lacunes persistent dans certaines régions et plombent les perspectives de développement économique et social. À titre d'exemple, plus de la moitié des établissements en Afrique subsaharienne ne disposent d'aucune installation sanitaire. Cette carence pénalise particulièrement les filles et compte parmi les raisons de leur sous-scolarisation persistante. Il ne s'agit pourtant pas seulement d'augmenter l'offre de toilettes publiques, mais aussi de repenser son modèle. Au XXIe siècle, la croissance mondiale des toilettes doit être durable. Le modèle occidental, fondé sur les toilettes à chasse connectées à des réseaux centralisés d'assainissement, est très gourmand en eau. L'ensemble des Français destine à cet usage l'équivalent de 500 000 piscines olympiques chaque année. De nombreux modèles plus écologiques ont été proposés, le plus souvent décentralisés, fondés sur le recyclage des eaux plutôt que sur leur évacuation. Des urinoirs secs, les uritrottoirs, ont même été installés à Paris à l'été 2018, mais l'expérience s'est rapidement soldée par un échec qui montre la force des habitudes en la matière et l'ampleur des travaux à accomplir. Julien Damon, si vous voulez bien, pour lancer notre conversation, j'aimerais, parce que je crois qu'il est particulièrement spectaculaire et qu'il montre aussi l'intérêt de l'ouvrage que vous venez de publier, que vous nous disiez comment les choses se sont passées en Inde et en Chine. Quel a été le constat, quelles ont été les décisions et comment elles ont été ou non suivies des faits. Dans ces 2 cas, ces 2 géants démographiques devenus des géants économiques ont pris des décisions radicales pour atteindre cet objectif de développement durable que vous évoquez dans votre excellente introduction, qui consiste à
éliminer la défécation à ciel ouvert. Le mot n'est pas très joli, mais c'est le mot employé par les organisations internationales. Du côté de l'Inde, ceci s'inscrit dans un mouvement plus général, emmené par le Premier ministre Modi, consistant à atteindre une Inde sans bidonville, et donc également sans toilettes. Et vous avez eu des investissements considérables qui ont été faits pour que dans toutes les villes, mais aussi dans tous les villages qui font l'Inde, selon Gandhi, il y ait des toilettes pour tous. Alors, ceci raconté, il y a eu incontestablement beaucoup d'investissements, des progrès dans la matière, des annonces tonitruantes du Premier ministre pour dire qu'il aurait même atteint son objectif de mettre fin à la défécation à ciel ouvert. Ça n'est pas totalement vrai, pas totalement vérifié. En tout état de cause, c'est vrai que ce sont l'Inde et la Chine, je dirais un petit mot de la Chine, les deux pays qui ont permis de voir les statistiques baisser en matière d'indignité pour la population sur la planète, parce que on passe donc, pour reprendre le chiffre que vous avez évoqué, d'un tiers de l'humanité à un cinquième de l'humanité qui est dépourvu d'accès à l'assainissement sécurisé. Pour la Chine, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est le président du Parti communiste chinois, le premier secrétaire du parti, qui a, lui, décidé de, sans employer les termes onusiens en la matière, de développer des toilettes un peu partout dans les villes chinoises. Je dis bien au départ dans les villes, pour des raisons, alors d'abord, on peut le dire en souriant, tout simplement touristiques. C'est parce que vous aviez des touristes qui se plaignaient de l'état absolument lamentable de l'offre publique dans les villes, sans se préoccuper de l'offre privée un peu partout. Alors là aussi, vous avez eu des annonces martiales pour dire qu'ils avaient atteint leurs grands objectifs. Ça semble pas être forcément le cas. La statistique dans le détail produite nationalement dans ces deux contextes peut prêter à 1000 débats. C'est pas forcément de la statistique très démocratique en Chine, en tout cas publiée démocratiquement, vérifiable. Et vous avez eu des annonces du Parti communiste chinois disant qu'ils avaient atteint leurs objectifs en la matière. Tout comme eh bien, il y a 2 ou 3 ans, pour fêter le centenaire du parti, ils ont également tonitrué sur le thème « Nous avons mis fin à l'extrême pauvreté en Chine », ce qui est aussi discutable. Donc, mes deux pondération, pour dire quand même qu'il ne faut pas dire que tout est fini, que ce sont sanitairement des endroits formidables et qu'on se trouverait dans un contexte occidental en la matière. Ces deux pondérations prononcées, eh bien, c'est vrai que ce sont des pays qui ont créé des centaines de millions de latrines, ce qui est absolument colossal. Et avec un niveau d'adhésion de la population, ou est-ce qu'il a fallu... Alors c'est vrai que c'est là-dessus... parce que, pardon, mais la manière de déféquer n'est pas seulement liée aux conditions offertes. Absolument. Au lieu, il y a des traditions, il y a des cultures, absolument. etc. Ouais, alors la liberté de défecter en la gestion de nos diverses excrétions, d'ailleurs, n'est pas du tout vue de la même manière, n'est pas préoccupante au même titre, selon que l'on se trouve à Tokyo, à New York, à Delhi ou à Shanghai. Voilà, on a fait le tour du monde, mais pour l'illustrer, c'est vrai que l'application de toilettes à l'occidental dans le contexte indien en particulier est extrêmement problématique, parce que, alors, il y a de vieux textes de tradition hindoue qui expliquent qu'il faut excréter à un jet de flèche de chez soi. Ce qui sanitairement n'est pas forcément idiot, au sens où la proximité des excréments est dangereuse. Mais lorsque vous dites qu'il faut des toilettes chez vous, une grande partie de la population rurale, en particulier en Inde, n'en voulait pas. Donc il a fallu faire des campagnes de communication, mais c'est pas des campagnes de communication avec des journaux, des distributions de tracts, c'est des campagnes de communication à la télévision avec des officiels, avec des représentants de Bollywood qui expliquaient combien il était sanitairement rusé et quasi chic que d'avoir des toilettes chez soi. Donc c'est vrai que c'est pas l'application d'un modèle occidental. D'abord sur la formule dont on vous met des toilettes, vous allez y aller, et ensuite, puisque vous avez évoqué ce thème, c'est un sujet de préoccupation écologique majeur, parce qu'ils ne peuvent pas creuser de gigantesques égouts comme on les a creusés à Londres ou à Paris au 19e siècle, ou à New York aussi, et préoccupés par la gestion de l'eau, ils font des toilettes sèches.
qui ne sont pas applicables, elles, immédiatement dans le contexte parisien ou marseillais, mais qui là-bas se déploient de façon plus intelligente, plus adaptée que si on devait employer beaucoup d'eau, en particulier de l'eau potable. Donc oui, dans le contexte indien, ça a été un gigantesque problème sur lequel a buté, parce qu'il faut peut-être en dire un mot, l'homme le plus riche du monde à l'époque, Bill Gates, qui s'est beaucoup investi en la matière, qui a dépensé des centaines de millions de dollars par l'intermédiaire de sa fondation pour justement que dans les pays peu dotés, partout dans le monde, on innove en matière de toilettes et on permette à l'humanité d'être mieux équipée et à l'humanité de moins consommer d'eau. Donc de façon très technologique, ils ont proposé, tous ceux qui étaient soutenus par cette fondation Gates, des systèmes justement très économes en eau, très économes en énergie, avec des cellules photovoltaïques, de la récupération des eaux pluviales, là où il pleut. Et ceci a vraiment accompagné le développement des programmes nationaux indiens et chinois. Lucille Schmitt. Oui, dans votre livre, ce qui est assez passionnant, c'est qu'on réalise combien cette question des toilettes publiques, au fond, nous renvoie à des choix sociaux et peut créer des effets de discrimination. Vous expliquez notamment qu'il y a pu avoir des effets de discrimination importants à l'égard des femmes et Philippe le rappelait en disant que, par exemple, les femmes passent plus de temps aux toilettes que les hommes. Vous expliquez que justement... Il suffit d'aller au théâtre et à l'entracte voilà, de voir exactement. les files d'attente qui se forment. Et donc, il y a un certain nombre de propositions à faire en ce sens, puisque l'idée, par exemple, qu'il y ait plus de toilettes pour les femmes que pour les hommes, vous l'évoquez, il faudrait 1 pour 2. Il y a eu des calculs savants qui ont été faits. Mais aussi, dans ce que vous racontez sur l'histoire, en fait, des toilettes publiques, je trouve que ça serait intéressant de revenir là-dessus. Vous racontez comment on était dans le tout à la rue, puis c'est au 19e siècle que les choses se sont passées, avec l'apparition du tout à l'égout et des toilettes publiques concomitamment. Et des chalets de nécessité. Des chalets de nécessité, comme le rappelait Philippe. Donc revenir sur cette question de l'histoire et peut-être faire un petit coup de projecteur aussi sur la façon dont aujourd'hui on arrive ou pas à l'égalité homme-femme sur ces questions-là dans notre pays, je trouve que ce serait... Alors, l'histoire des toilettes publiques, c'est vrai, on peut le prononcer rapidement, c'est un peu l'histoire d'un espace public qui est conçu par les hommes pour les hommes. Ça, c'est tout à fait vérifié. Alors, on peut le voir depuis les ruines de Pompéi, depuis le Moyen-Âge, mais c'est beaucoup plus visible quand, au XVIIIe et au XIXe siècle, on met en place des solutions dans l'espace public pour les hommes. Alors, ça s'est appelé principalement les Vespasiennes, hommage à l'empereur romain. Et puis, pour répondre quand même aux nécessités des dames, on développe ces chalets de nécessité. Les chalets de nécessité sont vraiment à la toute fin du XIXe siècle une offre qui apparaît à Paris où sont proposés simplement des endroits où on peut s'asseoir. Voilà. Et comme les dames sont invitées à la fois socialement, mais surtout quand même naturellement à s'asseoir, les hommes un peu moins, mais ils pourraient aussi s'asseoir, eh bien il fallait ces espaces singuliers pour les dames. Sinon, elles ne pouvaient pas fréquenter l'espace public, ou à défaut avec de grandes robes qui leur permettaient d'exercer, de se libérer, de s'exonérer, sans que ceci se voie trop. Mais en tout état de cause, oui, comme l'espace public n'était pas fait pour les femmes, il n'était pas convenable même qu'elles y demeurent trop, alors que pour les hommes, ils pouvaient y demeurer, on avait ces solutions de type vespasienne. Alors je saute un peu les décennies ainsi. Il y a une nouvelle révolution française. Alors on met souvent en avant Bill Gates et puis tous les génies de l'électronique qui ont inventé plein de choses, et les génies du numérique dans leur garage, mais dans son garage à Beauvais, Jean-Claude Decaux invente le mobilier urbain et en 1980, il propose les sanisettes. Alors, c'est une marque déposée, mais c'est une révolution pour l'égalité homme-femme, parce que c'est là, c'est moins joli, sanisette, que chalet de nécessité, mais le principe est que tout le monde peut aller au même endroit. Mais le constat est en fait quelque chose de très quotidien. Je pense partout dans le monde, que ce soit au théâtre, dans les bibliothèques, au cinéma. En effet, il y a des files d'attente pour les dames. Et les messieurs, un peu goguenards, observent ceci en sourient ou le déplorent. C'est un sujet majeur d'égalité homme-femme, parce que c'est extrêmement visible. Et il est vrai que si on met le même nombre de mètres carrés de services pour les hommes et le même nombre de mètres carrés pour les femmes, puisque les hommes disposent des urinoirs, ça va beaucoup plus vite. Et donc une proposition parmi d'autres serait même d'envisager, le terme est toujours fort, mais une discrimination positive pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles disposent davantage de services. Vous avez d'autres options
options possibles, qui seraient de permettre aux femmes d'uriner debout. Il y a des solutions techniques. Sont-elles agréables? Sont-elles adaptables? Je ne suis pas forcément le plus apte à juger, mais ça ne se développe pas de toutes les façons, de façon très, très rapide. Autre option, c'est que les toilettes soient totalement mixtes. Là, ça donc diminuerait le temps moyen des femmes pour attendre le temps d'attente de l'accès au service. Ça augmenterait le temps moyen des messieurs. Ça mettrait de côté aussi le débat qui est très contemporain sur les personnes transgenres. Ceci dit, vous avez beaucoup de femmes qui souhaitent ne pas être en contact aujourd'hui avec les messieurs. Une petite partie des messieurs aussi préfèrent rester entre eux. Mais c'est vrai que je pense qu'à moyen long terme, la perspective est celle d'une mixité des toilettes. On peut les appeler dégenrées ou universelles ou mixtes pour trouver les mots qui conviendront. Je comprends les réserves des femmes en particulier aujourd'hui, mais j'observe que les toilettes sont mixtes. Alors d'abord, chez soi, c'est une évidence, mais il est bon de le prononcer. Les toilettes sont mixtes dans un train, dans un avion, etc., etc. Donc, c'est plutôt une solution vers laquelle on devrait pouvoir aller. Alors, vous avez mentionné les sanisettes. Dans un premier temps, à Paris en tout cas, les sanisettes étaient payantes, ce qui fait qu'il reste encore un autre problème, qui est un problème économique. Il faut avoir les moyens. Or, il se trouve que précisément la population qui a le plus constamment besoin d'un accès aux toilettes, c'est la population des gens qui n'ont pas de domicile fixe. Absolument. D'ailleurs, mon intérêt pour ce sujet un brin singulier qui prête souvent trop à la gaudriole, qui peut être un sujet dont on peut sourire, mais qui est un sujet sérieux, on l'a vu en parlant de sanitaire, mon intérêt est né de la question des sans-abri. J'avais fait ma thèse sur les sans-abri, et si on s'intéresse aux sans-abri au quotidien, une de leurs premières préoccupations, c'est bien de pouvoir satisfaire leurs besoins les plus basiques, les plus naturels. Alors, si on met en place des services payants, comme ils n'ont pas beaucoup de revenus, ils ne vont pas les utiliser. Pas beaucoup de revenus. Si c'est 1 euro le passage, si on passe en moyenne 5 euros dans la journée, vous rapportez vos 5 euros multipliés par 30, 150, c'est pas des mathématiques compliquées, vous divisez par le montant du RSA ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou vous divisez par rien si vous n'avez pas de sous, vous voyez bien que c'est un budget qui est conséquent, c'est pas un sujet second. De même, nous tous, si nous n'avons pas notre pièce sur nous, si nous n'avons même pas notre carte bleue, parce qu'il y a des systèmes aujourd'hui où on le peut payer par carte, on est gêné. Donc je pense que c'est pas un coût élevé pour la collectivité que de proposer des toilettes gratuites. Si les sanisettes étaient payantes au tout départ, si pour beaucoup de ces services lavage automatique, puisque c'est ça la révolution Decaux, qui est déployée par Decaux et par d'autres, est payante, elle en exclut quand même... elle exclut pas mal de ses bénéficiaires potentiels. Donc il y a eu un combat dans les années 2000 à Paris, mené par des associations. Une d'entre elles avait un joli nom, c'était la raison du plus faible. C'est un combat gagné. L'association a disparu depuis, qui consistait à demander les toilettes gratuites. Alors, ça n'existe pas, la gratuité en général. Il faut bien que ce soit financé. Et c'est donc un coût qui pèse sur la collectivité. Mais je pense que c'est un coût parfaitement légitime. Même les libéraux les plus durs peuvent comprendre les arguments. Donc oui, je trouve que dans l'espace public, qu'il y ait une offre gratuite est une question de basique dignité humaine. Cette offre gratuite doit en plus être une offre saine. Je veux dire, vous avez parlé de toilettes nettoyées après l'usage. Un sujet clé, que ce soit pour l'Inde, pour la France et partout dans le monde, là ça dépend de la façon dont les usages de ces services sont conçus. C'est pas seulement donc qu'il y ait des services, c'est que ces services soient maintenus, entretenus. C'est ça d'ailleurs le coût le plus élevé. Vous pourrez avoir les plus belles toilettes du monde, si les messieurs et les dames s'y comportent mal, eh bien les messieurs et dames qui suivent ne vont pas les utiliser. C'est aussi simple que cela à amener. Donc le coût le plus important, c'est celui de l'entretien, en effet. S'il y a coût, qui est différent selon les villes et selon les pays, c'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes habitudes. Alors, ce que l'on met souvent en avant, c'est le cas japonais ou le cas de la Corée du Sud, où là, ils ont une sorte de fascination pour le corps humain et puis ses excrétions. Et ils estiment que le raffinement ultime, c'est la qualité des toilettes. Pour pénétrer dans les
toilette privée chez quelqu'un, il faut mettre des chaussons particuliers au Japon. Hein. Donc les toilettes publiques japonaises sont souvent présentées comme le nec plus ultra en la matière. C'est exact. Et si elles sont si propres, les toilettes publiques, c'est pas seulement parce que vous avez de la technologie incroyable en la matière, c'est aussi parce que les gens s'y comportent bien. Hein. Et un des sujets quand même pour les exploitants de ce type de service, c'est le coût de gestion, certes, pour l'entretien, et c'est aussi de dire que l'essentiel, c'est de bien s'y comporter. Et le premier à y passer est celui qui doit les utiliser le plus proprement possible, et ceci, pour nous tous, les uns à la suite des autres. Lionel Zinsou. Alors merci, je trouve que c'est un travail d'historien, un travail de sociologue, évidemment, et même un travail d'économiste, parce que vous montrez que les externalités associées au progrès de l'assainissement en général, et notamment dans ce domaine, sont très 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 importantes sur les dépenses de santé publique, sur les dépenses d'éducation, sur la valeur des heures ouvrées que l'on peut récupérer. Et moi, je pense que ce serait un bien commun que d'envoyer votre ouvrage à tous les dirigeants des pays dans lesquels, et qui forment quand même un très grand nombre de pays, et pas loin de 2 milliards d'habitants, qui pourraient en faire une cause nationale. Mais cette cause nationale n'a été mise en avant que dans un certain nombre de très grands pays. Et vous avez évoqué la Chine et l'Inde, alors que c'est un problème à travers toute l'Asie du Sud, toute l'Afrique, une partie de l'Amérique latine, les Caraïbes et autres, c'est vraiment un problème fondamental, qui aurait un rendement des ressources financières tout à fait satisfaisant. Vous avez d'ailleurs une estimation là-dessus, où $1 consacré à ce sujet génère macroéconomiquement $5 de valeur créée, donc parmi les investissements au plus haut rendement. Et donc ça, c'est très important qu'on diffuse. Donc moi, je vous en commanderai volontiers 54 exemplaires pour les chefs d'État africains. Mais j'ai 2 questions. La première, c'est intimement, qu'est-ce qui vous a conduit à rentrer sur ce sujet qui est un peu tabou, on apprend énormément de choses. Vous êtes un peu dans la tradition des historiens qui ont travaillé sur l'histoire de l'alimentation, enfin sur l'histoire des traditions populaires, qui apportent énormément à l'histoire économique et politique. Mais là, vous êtes allé dans un domaine qui n'est pas facile à aborder. Plus on vous lit, plus on trouve ça passionnant, et plus on trouve ça légitime. Et on s'étonne que ça n'ait pas été l'objet d'une abondante littérature. Mais enfin, vous avez sauté le pas. Et je poserai d'ailleurs la même question à Philippe Meyer. Qu'est-ce qui a conduit Philippe Meyer à se dire c'est vraiment une thématique très importante pour l'été? Ça m'intéresse parce que je trouve que c'est très très important. Oui, mais plus, ça on peut ajouter qu'une autre des thématiques de cet été, c'est sur la gastronomie. Donc on peut se demander si... Mais ça franchit un tabou. Et ça m'intéresserait de savoir comment vous avez pesé l'intérêt de vous spécialiser là-dessus. Et puis l'autre chose, c'est pour les pays en développement, c'est évidemment fondamental. C'est le 7e des objectifs de développement durable. Alors c'est le 6e et le 7e qui sont à la fois concernés, mais dans une problématique précise sur les toilettes publiques et dans une problématique générale sur les problèmes de l'eau et de l'assainissement, parce que ça recoupe évidemment des préoccupations très très importantes aujourd'hui du point de vue écologique. Mais ça reste un sujet des pays développés, ça reste un sujet d'inégalité en France. Il y a des municipalités qui consacrent très très peu de ressources et d'autres beaucoup. Est-ce que vous pensez que dans l'espace français, ça va devenir un sujet politique, notamment du fait de l'eau, enfin, des gaspillages de l'eau, un sujet politique majeur qu'on osera dire, qu'on osera nommer. Donc vous avez osé le nommer, mais pourquoi vous l'avez fait ça? D'abord, sur le rapport 1 à 5, $1 mis dans les toilettes donne $5 de résultat à long terme, en termes macroéconomiques. C'est pas moi qui ai fait les calculs, c'est un ensemble d'économistes qui ont regardé cela. Ils aboutissent à peu près à ce rapport d'économistes dans des universités, économistes de la Banque mondiale, et puis même notre prix Nobel à nous, Madame Duflo, a travaillé sur la question sans entrer dans le débat de savoir si c'est $1 qui donne 3 ou 5 ou 10. Donc
vrai que c'est un investissement qui est rentable. C'est vrai que sur les chiffres, il y a toute une communication internationale qui s'est mise en place autour de ce type de calcul, autour aussi, pour en dire un mot, de ce que sont les conséquences de l'absence de toilettes. Sans entrer dans le détail, les organisations internationales parlent d'une centaine d'enfants qui meurent chaque jour, je répète bien centaines d'enfants, plusieurs centaines d'enfants qui meurent chaque jour en raison du contact avec les eaux usées, donc c'est d'une importance capitale. Répondre à votre première question sur pourquoi je m'y suis intéressé, je l'évoquais, c'est parce que depuis une trentaine d'années, je m'occupe des sans-abri, et croyez-moi, c'est une préoccupation majeure pour eux. Sur ces sujets de grande pauvreté, j'avais eu l'occasion aussi de faire, le terme est pompeux, mais un tour du monde des bidonvilles, un peu partout sur les différents continent. Et là, c'est pas seulement les sans-abri qui sont confrontés à l'absence des services pour les nécessités, c'est une grande partie des urbains. Parce que dans le monde rural, c'est moins compliqué et c'est moins gênant collectivement. Dans le monde urbain, et plus on s'agglomère, plus c'est dense, plus c'est problématique. Notamment dans ces formes les plus précaires de la vie urbaine que sont les bidonvilles. Alors après, la question, vous me la posez peut-être plus personnellement, qui est pourquoi dans votre cerveau vous vous êtes mis à vous intéresser à ça. Parce que au fil du temps, je trouvais que personne n'en parlait. J'avais fait des articles de doctrine juridique très sérieux dans la revue Droit Social, revue qui a été dirigée par un grand prof de droit qui a disparu il y a peu de temps, qui s'appelait Jean-Jacques Dupérou, et à qui j'avais envoyé un article, un projet d'article sur ce droit aux toilettes. Généralement, le professeur Dupérou avait deux types de réactions. Soit il vous envoyait 5 pages manuscrites pour expliquer que c'était absolument scandaleux que de lui avoir envoyé un papier aussi nul, et vous en preniez plein la figure, qui que vous soyez, un travailleur social ou un professeur d'université, soit il vous appelait plus ou moins enthousiaste. Et là, j'avais envoyé le papier, 2 jours après, j'avais reçu un coup de fil, mais alors, plus qu'enthousiaste, et il m'avait appris plein de trucs sur la question. Donc on peut le faire parce qu'on est confronté à l'absence de services pour les populations auxquelles on s'intéresse, parce qu'on est confronté à l'absence de doctrine et d'idées là-dessus, mais je pondérerais là aussi, c'est que c'est bien en France qu'il y a peu de littérature en la matière. Les anglo-saxons, là, il y a tout un ensemble de travaux très sérieux sur l'accessibilité de l'espace public, il y a tous ces travaux qui sont menés à l'échelle internationale par les agences onusiennes, sur lesquelles je peux m'appuyer, qu'on peut critiquer dans le détail parce que c'est le jeu, mais c'est vrai qu'en France, ça n'est pas vu comme un sujet très sérieux. Ça l'est dans certains pans du droit, d'ailleurs. Le droit du travail est le droit le plus disert en matière de toilettes et de cabinet d'aisance, c'est l'expression qui est encore employée dans le code du travail. Mais quand on n'est pas chez soi, où là, le code de la construction et de l'habitat impose des normes pour nos logements, quand on n'est pas au travail et pas dans le télétravail, quand on n'est pas taxi et quand on n'est pas livreur, on est quasi livré à nous-mêmes. Et votre deuxième question, c'est est-ce que je pense que dans le contexte français, un tel sujet peut prendre politiquement? Eh bien, j'en doute un peu, et sans être un pécressien, je ne sais pas si c'est l'expression qui s'emploie, j'ai trouvé que Valérie Pécresse, avant d'être candidate à l'élection présidentielle, avait fait une toute petite vidéo et disait « Je veux des toilettes dans le métro ». Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a pris pendant la campagne présidentielle, en tout cas sur les réseaux sociaux, pour dire « Ah, c'est un sujet de bonne femme, c'est nul, c'est ridicule, etc. etc. » Non, pas du tout. C'est un sujet homme-femme et c'est un sujet premier. Mais je ne vois pas beaucoup de responsables politiques faire comme M. Modi ou comme le secrétaire général du Parti communiste chinois des conférences entières sur ces questions. Parce que les problèmes sont naturellement pas du tout du même ordre de grandeur, mais sont tout de même des problèmes extrêmement préoccupants. Et pour la France, j'ai un point d'optimisme, on peut en trouver d'autres, c'est le vieillissement. Puisque nous vieillissons tous, nous avons de plus en plus besoin, notamment nous, les hommes, de services dans l'espace public. Sinon, il sera bien moins agréable à fréquenter et nous le fréquenterons moins. Ça, je pense que c'est un argument dont on a pu voir l'efficacité dans des tas d'autres domaines, et où l'arrivée sur le marché d'un très grand nombre de seniors a fait que, par exemple, dans le domaine de l'audition, je suis frappé de voir,
promène beaucoup dans Paris, je suis frappé de voir le nombre de boutiques qui sont transformées en boutiques d'appareils auditifs de toutes sortes. Et c'est évidemment parce que nous sommes de plus en plus vieux et de moins en moins bien entendants, pour ne pas dire de plus en plus sourds. J'avais proposé la même question à Monsieur Philippe, mais hier, sur une thématique. Mais il l'a pas entendu, c'est pour ça. Non, mais j'ai une expérience qui n'est pas tout à fait la même, mais qui n'est pas non plus très différente. Je veux dire, je connais assez bien le monde des clubs de prévention de la délinquance juvénile et donc de gens qui vivent dehors. Et qui, vivant dehors, se trouvent dans la situation d'aller répondre aux appels de la nature dans un coin de square et d'y laisser une marque qui est à la fois malodorante et mal hygiénique. Donc j'ai gardé ça présente à l'esprit. Et puis en même temps, quand j'ai vu l'annonce du livre de Julien Damon, je me suis dit, tiens, j'étais assez sûr, ayant déjà eu l'occasion de lire du Julien Damon, non seulement de la solidité de la chose, mais du ton. Je me dis, ça ne sera ni sur un ton de sociologue, ni sur un ton technocratique. Et c'est tout à fait le cas, me semble-t-il. Et je me suis dit que c'était peut-être un ouvrage capable d'abord de mettre la question dans le débat public, d'où l'intérêt pour nous de contribuer à cette mise dans le débat public, et de convaincre, alors je n'avais pas suivi l'épisode de Madame Pécresse, mais de convaincre un certain nombre de personnages publics, parce que c'est un thème ça n'est pas un thème clivant. C'est même plutôt un thème autour duquel chacun peut comprendre que c'est l'intérêt général, d'abord pour nous, et aussi pour d'autres pays comme ceux du tiers-monde qui, sur ce plan-là, je veux dire, l'idée de contribuer à ce que les fonctions naturelles soient exercées à l'abri et dans des conditions saines, est quelque chose qui ne peut, me semble-t-il, que faire, sinon l'unanimité, au moins une très très grande majorité. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était... Et puis alors, il y a aussi un certain nombre de questions qui nous concernent plus égoïstement. L'une, Lionel, que vous avez soulevée, qui est est-ce que ça pourrait avoir des conséquences, notamment sur la question du gaspillage de l'eau, et si oui, comment? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'habite un appartement, il y a des toilettes, qu'est-ce que je fais de ces toilettes? Parce que bon. Et l'autre question que vous soulevez dans votre livre, que vous évoquez dans votre livre, qu'est-ce qui nous attend? C'est-à-dire qu'il y a des espèces de toilettes laboratoires qui sont absolument... Il y a une technologie fantastique, je ne sais pas si on la doit à Bill Gates et à sa fondation ou à d'autres. À mon avis, les Japonais avaient commencé, puisque j'avais été frappé il y a très longtemps, il y a très très longtemps, il y a au moins 20 ans, des premières toilettes japonaises qui vous proposaient à leurs utilisateurs de leur laver le fondement après qu'ils aient répondu à un appel de la nature. Ce qui est formidable d'ailleurs pour cette fonction, c'est qu'il y a un vocabulaire d'une extrême richesse, depuis le vocabulaire le plus argotique jusqu'au vocabulaire le plus médical. Vous avez dit exonéré tout à l'heure. Exonéré, c'est ce qu'en médecine, la manière dont on appelle le fait d'y aller. Donc voilà, j'ai répondu, mais c'est plus intéressant d'entendre Julien Damon. Je ne sais. Il est tout à fait exact. Vous avez évoqué le fait que c'était un sujet non clivant et que ceci me plaît beaucoup. M'intéresse beaucoup aux affaires de pauvreté et d'inégalité. C'est un sujet sur lequel la bagarre générale est rapide. Assez illégitimement, je pense. On doit pouvoir s'accorder sur des constats et après, sur les solutions, se taper dessus. Sur la question des toilettes, je suis ravi que, justement, on touche tout le monde assez aisément. Je vais commencer sur l'eau. Parce que là aussi, le stress hydrique, les problématiques générales d'accès à l'eau, à l'échelle internationale, sont celles qui motivent le développement de ces toilettes de qualité, c'est-à-dire qu'on ait un assainissement qui ne soit pas trop dispendieux en eau dans le monde. On entend ça du côté français, on se dit ça ne nous concerne pas dans nos appartements, on s'en fiche un peu. Alors ceci dit, il y a du progrès technique, puis il y a de la statistique ou de l'ordre de grandeur. Donc une chasse d'eau, en moyenne, c'est à peu près 5 litres d'eau, mais c'est 5 litres d'eau potable que vous multipliez par 5. Et puis, vous m'avez fait le plaisir de citer les 500 000 piscines olympiques
pas individuellement, hein, mais collectivement, nous dépensons idiotement ainsi. La question que vous me posez, ou que vous évoquez, c'est oui, mais que fait-on? Que fait-on? Je pense qu'on ne peut pas aller vers la toilette sèche immédiate chez chacun d'entre nous, parce que la toilette sèche dans des appartements, ça revient à faire le retour au pot de chambre. Et le retour au pot de chambre, alors les designers, il y aura plein de systèmes qui feront que ceci pourra même devenir bobo chic, enfin j'en sais trop rien, mais je ne pense pas que ceci puisse prendre rapidement. Qu'en revanche, nous puissions récupérer les eaux pluviales, que nous puissions récupérer les eaux grises de nos machines à laver le linge, par exemple, pour ne plus seulement employer de l'eau potable, c'est des solutions techniques possibles, pas coûteuses. Même réalisable là où on penserait que nos canalisations et nos habitudes empêcheraient toute innovation. Donc c'est possible. Vous évoquez aussi le côté haute technologie de ces affaires. Alors, je suis allé une seule fois de ma vie, je ne retournerai pas forcément parce que je ne trouve pas ça très marrant, mais bon, au Consumer Electronic Show de Las Vegas, qui est une sorte de salon de l'automobile du numérique à Las Vegas. On va voir des drones faire la course, des ordinateurs se battre aux échecs, des Tesla volantes, etc., etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez des allées entières consacrées à ces smart toilets. Hein, parce que depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est vrai, les Japonais au premier chef, les Coréens du Sud aussi, ont développé les fonctions pour nos fondements que vous avez eu à l'esprit, qui d'ailleurs désormais, ça me fait plutôt marrer, parce qu'on peut toujours sourire, sont télécommandables. Et alors là, j'imagine que si on chope la télécommande quand on a des invités chez soi qui passent par l'office, eh bien, on doit pouvoir faire des bons petits gags. Ceci dit, au-delà des bons petits gags, les toilettes peuvent être désormais connectées à nos réseaux de santé, puisque avec quelques capteurs, ces toilettes peuvent faire des analyses médicales extrêmement poussées, extrêmement rapides. Et donc, en souriant, je le mets dans l'ouvrage et je passe mon temps à embêter mes camarades de la sécurité sociale en disant que je propose que ces capteurs soient remboursés par la sécurité sociale, parce que c'est plus digne pour nous tous que d'aller dans un laboratoire d'analyse médicale, notamment quand on apporte nos productions, si j'ose dire, et c'est plus rapide. Hein. Donc, oui, il y a de la nouvelle technologie à un point tout à fait étonnant sur le plan sanitaire, d'abord, et je trouve que l'avenir passe aussi par les toilettes. Et quand on parle de smart cities en général, on voit là des choses très éthérées, des urbanistes qui nous présentent des villes dont on peut critiquer le caractère peut-être trop Big Brother pour optimiser nos déplacements, optimiser nos consommations électriques, donc ça c'est très bien. Mais, voyez, par les toilettes, on peut optimiser pas mal de choses. Alors, la consommation d'eau, on n'a pas besoin forcément de beaucoup de capteurs pour ça, et nos préoccupations sanitaires fondamentales, pas seulement basiques. Notamment pandémique, hein, parce qu'un des problèmes absolument majeurs, indépendamment des analyses biologiques individuelles, il y a le suivi, la prévention, l'évolution, parce que ça reste... D'abord, l'eau est un vecteur de mortalité inouïe. Hein, dans toutes les saisons des pluies, et même d'ailleurs dans les printemps, qui sont les saisons des pluies européennes, on a eu jusqu'au deuxième XXe siècle ces vecteurs de l'eau usée, polluée, comme diffuseurs de la pandémie. Mais contrôler les pandémies, les maîtriser très rapidement, ça peut être un enjeu aussi pour la technologie. Alors, les commodités. Les commodités, le terme est joli pour cela. C'est pas forcément la traduction exacte de ce qu'on entend par commodities, mais le terme est joli. Oui. Au XIXe siècle, si on a beaucoup investi, d'abord à Londres, ensuite à Paris, et puis après un peu partout en Occident, c'était pour lutter contre le choléra. Choléra qui faisait des dizaines de milliers de morts dans chacune des villes denses, lorsqu'il apparaissait. Et on l'a à peu près éradiqué. Oui, nos toilettes individuelles permettront toujours davantage, je me lance de façon un peu certaine là-dessus, mais bon, je ne prends pas beaucoup de risques, de nous accompagner dans notre santé quotidienne, individuellement. Et collectivement, c'est déjà un peu le cas, notamment ça a été le cas pendant la période Covid, que de regarder ce qui traînait dans les eaux usées pour voir si les gens étaient plus ou moins affectés collectivement et ce que sont les consommations des uns et des autres. Oui, alors, collectivement, c'est marrant parce que collectivement, c'est déjà le cas. On regarde quand même ces eaux usées. Individuellement, on le fait moins.
Alors, évidemment, peut-être parce que on n'a pas trop envie d'aller regarder ce qui s'y passe. Mais là, on n'est pas forcé d'aller regarder. On met notre carte vitale dans le système et bim, les informations sont envoyées à notre médecin. Je le dis à la fois en rigolant, un tout petit peu, ça se voit en souriant ainsi, mais c'est pas complètement, d'abord, c'est pas du tout impossible, et puis c'est pas du tout idiot. Lucille Schmitt. Oui, c'est assez passionnant. Non, moi je voulais revenir sur la question du droit, parce que vous parliez de Jean-Jacques Dupéroux, qui malheureusement est disparu, et de la revue de droit social. Et ce que vous dites de manière très intéressante dans votre livre, c'est que la question du droit, et vous avez commencé à l'évoquer, s'applique inégalement sur ces enjeux, sur ces questions de toilettes publiques, puisque c'est le code du travail, donc c'est au sein de l'entreprise que c'est le plus réglementé. Et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Au fond, d'ailleurs, est-ce que les entreprises, je pense qu'elles n'ont pas d'obligation de faire plus de toilettes pour les femmes à ce stade, mais enfin, en tout cas, c'est là que c'est le plus réglementé. Et puis, vous dites aussi, il y a des lieux des lieux de mobilité dans lesquels on a des toilettes, par exemple les gares, vous citez les aéroports. Intéressant. Et puis, par ailleurs, donc vous dites, au fond, là où c'est pas réglementé, c'est au niveau des collectivités locales, où il y a une obligation d'assurer, il y a des obligations d'hygiène publique, mais il n'y a pas d'obligation d'aménagement en fait de toilettes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez choquant d'une certaine façon. Pourquoi est-ce qu'il y a une obligation pour les entreprises et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'obligation pour les collectivités? Et puis je voulais que vous nous parliez de ce qui se passe dans les écoles, parce que dans votre livre, vous dites très bien que c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que les toilettes en milieu scolaire, elles sont souvent, le niveau d'hygiène n'est pas correct. Il y a beaucoup du coup d'élèves qui n'y vont pas. Il y a un effet d'esquive qui peut poser des problèmes de santé publique. Et donc cette question des inégalités au fond d'aménagement des toilettes par rapport à ce qu'on imagine être l'obligation collective en France, c'est une chose que j'avais pas imaginée en termes juridiques et du coup de ce que ça entraîne comme conséquences sociales, sociologiques. Julien Damon. Commençons par les toilettes. Alors, à l'échelle du monde, mais ceci a été évoqué dans l'introduction, c'est un problème majeur pour la scolarisation des enfants, pour la scolarisation des jeunes filles en particulier, quand il n'y a pas de service. Revenons dans notre pays pour observer que des enquêtes de l'éducation nationale elle-même, comme des enquêtes d'experts de l'éducation nationale, de journaux spécialisés dans le monde des écoliers, des collégiens et des lycéens, rapportent que la situation, et puis nos proches rapportent que la situation est... Comment la qualifier sans trop exagérer, sans trop la minorer, c'est scandaleuse en termes de qualité des services qui, une nouvelle fois, peuvent être très présents et répondre aux obligations de proposition, mais qui sont entretenues de façon très insuffisante. Et très insuffisante, ça veut dire que des enfants vont se retenir, des enfants vont être gênés pendant leur période de scolarité, des jeunes filles, en particulier pendant leur première période, elles, menstruelle, vont être très, très gênées, vont être moquées, et tout ceci est vu comme un sujet qui n'est pas fondamental. Voilà. Je pense que c'est un sujet absolument fondamental à traiter, qui n'est pas extrêmement compliqué et coûteux, je le répète, à régler du côté de l'éducation nationale à la française, qu'il est plus dans beaucoup d'autres pays, parce que les bâtiments n'existent peut-être même pas. Là, il y a des obligations de proposer ces lieux, ces commodités. Il faut pouvoir les entretenir de façon importante. Une solution que je n'ai pas évoquée dans l'ouvrage, mais qui pourrait même venir à l'esprit, c'est que les enfants contribuent même à laver ces endroits. C'est le cas dans les écoles japonaises. Les écoles japonaises mobilisent les écoliers pour l'entretien globalement des locaux dont ceci. Plus généralement, ma réflexion sur ces affaires d'inégalité et qui se recoupent dans la manière dont le droit est organisé, c'est que si on a limité la présence des toilettes publiques dans l'espace public, notamment dans le second XXe siècle, c'est parce que globalement nous avons été de plus en plus équipés dans l'espace privé. Alors, une statistique simple, c'est que juste après-guerre, en France, vous aviez seulement 20% des logements qui avaient des toilettes privatives. Aujourd'hui, c'est 99,95%. Là encore, on peut se bagarrer sur le 0,05% ou 0,1%, mais globalement, nous sommes équipés chez nous. Et on a pensé qu'il était plus nécessaire d'avoir des équipements dans l'espace public. Donc, au travail, figé, au bureau, à l'usine ou même dans les chantiers, le Code du travail organise cela. Chez nous, le Code de l'habitat et de la construction l'organise. Entre les deux,
et ce alors que nous sommes de plus en plus mobiles, les femmes en particulier, puisqu'elles ont accès à l'espace public, ça se fait, parce que nous avons des professions mobiles de plus en plus nombreuses elles aussi, des taxis aux livreurs en passant par les VTC, parce que nous avons des passants et des touristes eux aussi de plus nombreux, eh ben nous avons des besoins grandissants dans l'espace public, ajoutons à cela notre vieillissement. Et du côté alors du droit, des responsabilités des collectivités territoriales, il n'y a aucune obligation que de fournir une offre. Si une offre est fournie, il faut qu'elle réponde à des conditions basiques d'hygiène. Mais c'est plus large que ça. C'est parce que c'est du côté des établissements qui reçoivent du public. Alors les juristes appellent ça les ERP, ça fait plus chic, mais un ERP, c'est un centre commercial ou une gare. Là aussi, ça peut paraître tout à fait étonnant. Pour les salariés qui exercent dans cette gare et ce centre commercial, le droit du travail impose une offre, mais pas du tout pour les clients et passants que nous sommes. Ça paraît très étrange, même dans les grands centres commerciaux. Alors que c'est une demande qui est faite par les clients, et une demande pressante, n'est-ce pas ? Dans les gares, un de mes combats, moi je vais comme ça à m'occuper des sans-abri dans les gares il y a une 30aine d'années. Je travaillais à la SNCF pour cela. Et je plaide pour que les services dans les gares soient gratuits. Alors ça, c'est un grand débat au sein de la SNCF. Enfin, c'est pas leur débat fondamental immédiat, je le pense, mais sur ces affaires, je trouve que la SNCF, peut-être en négociant avec les collectivités territoriales des soutiens financiers, c'est pas un sujet majeur d'investissement, devrait pouvoir fournir des toilettes de qualité. Oui, pour illustrer ce que vous venez de dire, quand je travaillais comme sociologue dans un centre de santé mentale et de lutte contre l'alcoolisme du 13e arrondissement, celui qui a innové en créant la psychiatrie de secteur, et on m'avait demandé une étude sur l'habitat, enfin sur la situation de la population qui dépendait juridiquement de ce centre. Et il y avait plus des 2/3 des appartements qui n'avaient qu'un point d'eau et qui n'avaient que des toilettes sur le palier, donc d'usage commun. En même temps, je crois qu'on peut voir qu'en accédant au logement équipé, il y a eu à un moment donné, on voyait se multiplier les magasins d'équipement de salle de bain. Il y en a eu énormément et c'était au fond un signe de réussite sociale. Est-ce qu'il en est de même dans les pays dans lesquels les toilettes posent un problème plus grave qu'en France? Et puis, question annexe, mais combien de gens savent ce qu'est le 19 novembre? Je ferai la question annexe après, alors, en me tournant vers les deux chroniqueurs pour voir s'ils ont bien lu le livre. Et leur demandant ce que c'est que ce 19 novembre. Et là, ils paniquent s'ils ne le savent pas. En fait, ils sont très sérieux, ils le savent. Mais donc, sérieusement, je pense que l'accès aux toilettes, c'est, oui, on peut le dire ainsi sympathiquement, l'accès aux classes moyennes. Voilà. L'accès aux classes moyennes urbaines, c'est ce qui s'est passé en France. Pas uniquement du côté classe moyenne avec un pavillon et 2 véhicules. Les toilettes dans les logements, c'est aussi un combat du mouvement HLM. Le logement social a permis l'accès aux commodités de base à une grande partie de la population. Ceci dit... Alors, il faut dire que dans beaucoup de cités qui ont été construites sous l'impulsion avec le financement des philanthropes. Je pense à une cité que j'avais étudiée pas mal, qui est dans le 12e arrondissement, rue de Prague, la Fondation Rothschild. Ouais. Les logements étaient formidables au point de vue de la circulation de l'air, de la lumière, etc., mais il n'y avait pas de toilettes dans les appartements. Alors, votre cité date du 1er XXe siècle, à partir des grands investissements qui sont faits dans les années 50, suite à l'appel de l'abbé Pierre. En fait, les HBM sont préalables. Les habitations à bon marché, c'est même dès la fin du 19e siècle. Dans ces habitations à bon marché, oui, il y avait plutôt un point d'eau. Mais à partir du moment où se déploie tout le mouvement HLM, habitation à loyer modéré, là, vous avez des sanitaires et des conforts qui sont célébrés. Aujourd'hui, une grande partie des cités qui ont été construites sur des bases urbanistiques discutables étaient en réalité des cités qui étaient inaugurées avec des rubans bleu, blanc, rouge. On n'inaugurait pas chacune des toilettes, mais vous aviez des toilettes dans chacune de ces résidences. Si je peux me permettre, dans mon adolescence, disons, dans les années 60-70, il y avait une attractivité des cités. Ah oui, aujourd'hui stigmatisée parce qu'elle représentait un degré de confort
individuelle qui se traduisait par la salle de bain et par les toilettes. Et c'était désirable que d'aller vers ces cités. Bon, la situation s'est renversée. Avant la fin du suspense sur le 19 novembre, je disais accès aux classes moyennes en France. Et c'est, à mon avis aussi, l'accès aux classes moyennes, enfin, ou l'accès des classes moyennes à une certaine aisance, là, sanitaire et hygiénique, dans le monde en développement. C'est toujours compliqué de savoir qui sont les classes moyennes. Il faut 12 000 émissions, 3 000 kilos d'ouvrages. Mais l'accès à ces sanitaires basiques, je trouve, chez soi, est une caractéristique de la moyennisation positive du monde. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, c'est peut être la base d'une campagne pour inciter ceux qui sont en train d'accéder à un meilleur niveau de vie à se préoccuper de cette partie-là, à faire un investissement dans cette partie-là. Parce que c'est un investissement d'ailleurs rentable à long terme. C'est un investissement sanitaire dont tout le monde comprend l'impact quasi immédiat, et c'est un investissement pour les autres qui n'est pas seulement de la charité. Si on a fait des égouts, c'était principalement pour ne pas avoir à subir les conséquences de ce que les plus pauvres vivaient. Donc c'est très gagnant-gagnant. On finit le suspense sur le 19 novembre ? Je vous prie. Le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes, pas uniquement des toilettes journée mondiale publiques. Par l'ONU. Alors, ça a été mis en place par un personnage assez savoureux, comme on peut en trouver sur ce type de dossier, qui a inventé la World Toilet Organization. Donc, ça fait WTO, et c'est exactement la même chose que la World Trade Organization. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un monsieur haut en couleur, et il a fait du lobbying pour que l'ONU, en effet, déclare une journée mondiale des toilettes. On peut, là aussi, s'engosser, puis dire, de toute façon, chaque jour sur le calendrier, il y a 3 journées de l'ONU, etc., etc. C'est pas exactement le cas, mais enfin, c'est vrai qu'il y a des journées sur tous les thèmes. Mais je pense que, quel que soit le thème, en tout cas en l'espèce sur les toilettes publiques, c'est pas du tout idiot qu'à un moment, il y ait de la communication, de l'expertise. Le secrétaire général de l'ONU, plusieurs fois, a fait, pas des discours fondamentaux, je veux bien le concevoir sur la question, mais des tweets, des communications pour expliquer qu'il était capital que d'investir dans ce sujet qui, dans d'autres contextes français, paraît second, mais à l'échelle de l'humanité est un sujet premier. Donc le 19 novembre, mobilisez-vous. Lionel Zinsou. Oui, bien sûr, on parle en milliards de gens. Ah oui. Et on parle, en fait, en proportion, vous dites, c'est plus qu'un habitant sur 5, alors que c'était un habitant sur 3 qui n'avait pas accès à l'assainissement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas raisonner en pourcentage, mais en nombre absolu. Et la croissance démographique dans les pays du tiers-monde fait que il y a de moins en moins en pourcentage de gens qui sont affectés par tous les aspects négatifs privés de ces commodités. Simplement, ils sont de plus en plus nombreux, exprimés en centaines de millions. Et ça, c'est quand même très important. Et donc, la journée 19 novembre, elle peut n'avoir qu'un écho marginal dans un pays où 99,9% des foyers sont équipés, mais elle n'a pas un écho marginal, et elle permet notamment, c'est un levier pour les ONG, parce que c'est quand même essentiellement les ONG qui sont actives dans les pays du tiers-monde, où les fondations, la Fondation Gates est effectivement une catégorie d'organisation non gouvernementale, et c'est difficile de mobiliser les dirigeants. Alors vous avez franchi la barrière de la bienséance, donc vous trouvez que c'est un sujet qui est tout à fait séant. Et donc, absolument. Un sujet d'élégance même. Voilà. Oui, bien traduit par l'expression cabinet d'aisance dans le droit du travail. Bon. Oui. Mais il y a beaucoup de pays où ça reste encore un tabou, ou une ignorance en fait des dirigeants qui vivent dans l'univers des 3%, 5% qui ne connaissent pas ce sujet, parce qu'il y a quand même toute une partie du tiers-monde. Et là, on peut parler de tiers-monde parce que c'est le tiers de l'humanité, quoi. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui vivent en fait extraterritorialement chez eux, avec toutes les commodités des classes moyennes supérieures. Donc c'est vraiment très urgent dans ces pays, et c'est bien de les aider. C'est pour ça que je voulais en distribuer 54 exemplaires. Je vous remercie, et les presses de Sciences Po aussi, bien sûr. Oui, je suis dans cette de Sciences Po. Voilà. Ça. Vous pourrez demander un prix, alors. Donc ça me paraît très important que ça soit pas tabou, mais le contraire, en fait, dans l'espace politique public. Bon.
Mais ça reste un sujet en France. Et moi, ce que je trouve frappant, et notamment dans les études Terra Nova, on voit que ce qui intéresse les gens, c'est pas du tout forcément, et on le mesure aux visites sur Internet, à l'écho des publications, des aspects institutionnels. Faut-il faire des primaires au Parti socialiste pour l'élection présidentielle? Faut-il supprimer la fonction de Premier ministre? En fait, ça intéresse beaucoup moins les gens que pourquoi mangez-vous de moins en moins de viande rouge chaque année, ou êtes-vous partisan de légalisation du cannabis au-delà des emplois thérapeutiques. Et à mon avis, ça va intéresser tout autant, et ça a un impact très important parce que ça traite de questions de genre. Bon, moi je trouve que vous ne défendez pas assez l'idée de faire 3 sortes de toilettes pour les non-binaires, parce que vous avez l'air de vous rallier à l'idée de l'uniformisation, de l'universalité. Vous avez des combats qui sont avec la SNCF. Moi, ça me sidère chaque fois que je vais dans une gare, que ce soit payant. Ah oui. Et ça me sidère également dans le métro. Je pense que c'est une des intuitions les meilleures de la campagne présidentielle de Mme Valérie Pécresse. Moi, je la respecte beaucoup pour ça. D'autant plus que dans les aéroports, pour le coup, gratuit, c'est absolument... Et on ne voit pas que ça déséquilibre. Et donc, et puis, à l'éducation nationale, on voit bien que c'est une indifférence totale. Moi, quand je suis arrivé à l'université, en fait, j'étais allé très, très peu à l'université, vivant dans les classes préparatoires et l'école normale. Et ma grande surprise, quand j'étais assistant, c'est qu'il y avait une seule toilette propre. Elle était fermée, verrouillée. Elle était réservée au personnel administratif et aux profs. Et interdite aux étudiants. Enfin, je me suis aperçu d'inégalités incroyables, là, pas seulement entre les genres, mais en plus, il y a des classes sociales ou des classes socio-professionnelles qui sont vraiment extrêmement touchées. Donc, c'est des vrais sujets. Et si ça se trouve, en faire une cause nationale, parce qu'il y a des municipalités qui n'ont pas d'obligation, comme disait Lucile, et du coup sont très en arrière de la main. Et moi, je pense que ça concerne les gens, et c'est une façon d'être dans la considération pour les gens que de traiter de ce type de sujet quotidien, universel, non clivant d'une certaine manière, mais très loin de l'agenda politique, en fait. Alors, le président de la République va faire quelque chose en grande dimension sur les cantines scolaires, qui est aussi un des best-sellers de Terra Nova, les cantines scolaires. Alors, il faut lui suggérer, si vous voulez, le 19 novembre, de faire une cause nationale des cabinets d'aisance, Oui. Et notamment dans les entreprises publiques, SNCF, dans l'éducation nationale, parce que ces institutions sont complètement indifférentes. Et c'est un vrai sujet politique et qui va intéresser beaucoup plus que les autres dispositions de la mise en place de la 6e République. Donc Lionel va acheter un 55e livre pour le président de la République. Je ne voudrais pas qu'on se sépare avant que nous expliquiez comment ça marche dans les pays où ça marche, l'Allemagne, l'Angleterre, les magasins ou les autres qui se déclarent volontaires et qui sont rémunérés, dédommagés pour ouvrir l'accès à leurs toilettes au public. Les cafés, les magasins, n'importe quel magasin d'ailleurs. Absolument. Parce que c'est une idée assez simple, assez peu coûteuse et à très haut rendement. C'est-à-dire que je pense que dans l'espace public, on a besoin d'édicules, on a besoin de petites installations particulières, notamment la nuit, ou là où il n'y a pas d'activité économique avec des bars, tabacs et restaurants. Ce qui s'est passé pendant la période Covid, c'est ce que les économistes pourraient même baptiser une sorte d'expérience naturelle. On avait la possibilité d'aller travailler, les uns les autres, à certaines périodes de déconfinement, mais les bars et restaurants étaient fermés. Et ce que tout le monde a pu vivre, d'une manière ou d'une autre, pour ceux qui travaillaient, c'est qu'il fallait se déplacer dans la ville, et alors parfois pendant une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Et on n'avait pas la possibilité de s'arrêter dans le café, bar et restaurant. Et donc, on arrivait au bureau, et il y avait une nouvelle civilité qui était « est-ce que vous voulez passer, vous laver les mains, vous rafraîchir ou passer aux toilettes ?» Donc on a vu que les premières commodités urbaines, c'était quand même les bars, tabac, restaurants, hôtels de luxe, boutiques, Starbucks Café ou McDo. Bien. Donc la proposition qui est faite, c'est que ces bars, tabacs et restaurants, qui n'en ont pas l'obligation aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si oui, non, on peut avoir accès aux toilettes sans consommer. Si on ne consomme pas, on peut se voir interdit l'accès à ces commodités. Eh bien, si on leur propose une sorte de dédommagement qui n'est rien, qui est à peu près de 100 € par mois par établissement,
le laisse ouvert à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Ça a été mis en œuvre dans plusieurs villes en Allemagne, c'est la municipalité qui gère cela avec les commerçants qui sont investis. C'est tenté un peu à Londres, c'est tenté à Bruxelles, c'est tenté à Nantes, c'est désormais tenté à Montreuil. Donc vous voyez, ça s'étend, pas encore de façon radicale comme ceci pourrait se faire. Je pense qu'une partie des commerçants peuvent trouver ça très déplaisant et ne pas vouloir le faire. Je peux le comprendre. Je pense que aussi une partie des commerçants peuvent imaginer qu'ils auraient tous les problèmes du monde qui viendraient chez eux. Mais de fait, ils pourraient tout à fait légitimement dire à quelqu'un « Non, monsieur ou madame, vous êtes dans un tel état que c'est pas possible ». Tout comme dans un bar, il est interdit de servir de l'alcool à quelqu'un qui est manifestement éméché. Donc, c'est pas une solution très compliquée à mettre en œuvre que de soutenir financièrement un tout petit peu les bars et restaurants, les bistrots de quartier qui méritent notre soutien et notre salut, et nous les aimons en France, pour ouvrir plus largement ce qui est une offre de commodités urbaines qui est déjà très très utilisée. Il va y avoir la queue au crayon. Peut-être. Ah, c'est un sujet. Non, parce qu'il y avait des guides. J'avais préfacé un guide de Où faire pipi à Paris, qui avait été rédigé par un polytechnicien un peu fou. Et en effet, si vous avez le maintien pour cela, le mieux, c'est quand même d'aller dans les toilettes des grands hôtels. Vous entrez. Mais enfin, faut pas arriver et puis dire où sont les toilettes. Ça ne marche pas. Il faut se diriger comme ça, très, très sérieusement vers là où on pense que se trouvent les commodités. Et si elles n'y sont pas, il faut se fâcher et dire comment, mais vous avez Qu'est-ce encore que c'est que ce changé, vous service avez encore déplacé fini, les toilettes. bien sûr. Julien Dabon, votre livre s'appelle Toilettes publiques. Ce sont les presses de Sciences Po qui l'ont publié. Toutes les références seront sur notre site. Merci d'avoir été notre invité. Merci à Étienne Billon, avec qui cette émission a été préparée. Merci à Benoît Carré qui va rédiger le compendium de notre conversation, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille aux questions de financement auxquelles tout le monde peut et même est invité à contribuer, à Mathéo Gillet qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, tandis que c'est Nouvelles Écoutes et Julien Leville qui produisent cette émission. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau Bada et dimanche prochain pour une nouvelle émission thématique. Merci et à la semaine prochaine.